Près de 80% des Français estiment que leur vie sexuelle influence directement leur bien-être. Sondage IFOP 2022. Ce chiffre souligne une réalité trop souvent négligée. La sexualité n'est pas qu'une affaire privée ou de plaisir, c'est aussi un élément de notre santé globale, au croisement du corps, du cerveau et des émotions. Désir, intimité, plaisir. Derrière ces mots se cache une mécanique subtile où les hormones, les neurotransmetteurs et les représentations sociales se mêlent. Et si la sexualité, loin d'être une injonction ou une obligation, pouvait être comprise comme un facteur de régulation, capable d'influencer notre énergie, notre résilience et notre performance? Dans cet épisode, on s'interroge. Quels sont les liens entre sexualité, stress et cognition? En quoi le sommeil, les hormones ou l'équilibre psychologique conditionnent-ils la santé sexuelle? Comment replacer la sexualité dans une vision de santé inclusive, sans faire une injonction de performance? Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Aurore Mallet-Carras. Avec elle, nous allons explorer la sexualité comme un élément de santé à part entière et comprendre en quoi son équilibre ou son déséquilibre peut impacter notre bien-être et nos performances. Aurore, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Tu es docteur en neurosciences cognitives et sexologue, passionné par les mécanismes liant le corps, le cerveau et l'esprit. Ton double parcours en biologie et psychologie s'est concrétisé par des recherches centrées sur les mécanismes cérébraux de la mémoire, du plaisir, des émotions et de la récompense. En consultation, tu allies les méthodes classiques, discussion, analyse, exercice, à ton expertise en neurosciences cognitives, renforçant ainsi la précision et l'efficacité de ton approche thérapeutique, notamment dans le cadre des thérapies cognitivo-comportementales. Ton champ d'intervention se distingue par ton ouverture et ton inclusivité, reflétant tes engagements avec une attention particulière portée à l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, notamment lorsque ces traumatismes sont liés à des troubles alimentaires. Tu es également formatrice en neurosciences et en sexologie auprès des professions médicales et paramédicales, en France comme à l'étranger, et vulgarisatrice reconnue, intervenant régulièrement dans les médias et lors de conférences pour rendre accessibles les connaissances scientifiques sur la sexualité et sur la santé. En septembre 2024, tu as publié un ouvrage intitulé « Cerveau, sexe et amour » paru chez Human Science, où tu proposes une exploration lucide et rigoureuse des mécanismes neurologiques et psychologiques qui régissent nos désirs, nos émotions et nos relations amoureuses. Un pont entre la biologie, la cognition et les stéréotypes culturels. Et c'est précisément pour cela que nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui, parce que tu nous invites à explorer la sexualité comme une composante à part entière de la santé globale et à comprendre en quoi son équilibre peut contribuer à notre énergie, notre bien-être et notre relation au monde. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui, Aurore. Alors, chère Aurore, première question signature, comment est-ce que tu définirais la performance? En fait, je la définirais de manière très très simple, c'est le fait de se fixer des objectifs et d'y parvenir. Aussi simplement que ça. Et est-ce qu'avec une coloration par rapport à ton métier, à ton champ d'expertise, tu pourrais ajouter quelque chose? En fait, ce que justement mon métier vraiment sur le terrain m'a vraiment appris, c'est qu'on ne part pas tous du même point de départ et qu'on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes directions, etc. Et qu'en fait, la performance pour certaines personnes, ça va être des choses très très simples et on ne peut pas y avoir un moule unique pour chaque personne. Il y a des couples pour lesquels ça va être, je sais pas, de reprendre une sexualité après l'arrivée d'un enfant, alors qu'évidemment pour des personnes qui sont plutôt jeunes, qui ont la vingtaine, qui connaissent pas ce passage particulier, ce sera pas quelque chose de insurmontable, mais pour ces couples-là, en fait, la vie a fait que quelque chose qui peut paraître simple est quelque chose c'est un nouvel objectif sur lequel il faut mettre des choses en œuvre, travailler, œuvrer, etc., se remettre en question à certains endroits. Donc c'est plus pour ça, justement, ma pratique, et vraiment la pratique, les mains dans le cambouis, m'ont plus justement amené à ouvrir le champ au maximum et à chacun de fixer son objectif.
Et qu'est-ce qui t'anime? Quelle est ta mission de vie? Alors, je ne sais pas si c'est ma mission de vie, mais en tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment, depuis que je suis petite, et c'est pour ça que j'ai fait ce parcours et que je suis là aujourd'hui, c'est vraiment la curiosité. C'est vraiment mon moteur. Je veux comprendre comment ça marche, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'on utilise tel mot pour ça, etc. Et donc, vraiment, le vrai moteur, c'est vraiment ce qui vraiment m'anime, c'est de me poser des questions, trouver des réponses, enfin voilà. Super. Alors, tu es neuroscientifique et sexologue. Comment est-ce que tu es arrivée à croiser ces deux disciplines? Alors, faut que je revienne en fait à mon enfance. Moi, j'étais la caricature de la petite fille ventousée devant les documentaires animaliers, devant C'est pas sorcier, etc. Et en fait, ça a été vraiment un amour de la biologie, qui est quand même ma discipline principale. Et je me suis rendu compte l'autre jour en discutant avec un ami, on s'est marré, en fait, à force de regarder des documentaires animaliers où en fait, il y a quand même beaucoup de violence et ça copule beaucoup. Oui, c'est vrai. En fait, je me suis dit, j'ai passé mon enfance devant des films interdits aux moins de 18 ans, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, je pense que tout a commencé à ce moment-là où, en fait, c'est la biologie, en fait, comment dire, comme il y a beaucoup moins ce biais de la culture à vraiment observer le comportement animal. En fait, pour moi, c'était vraiment la porte d'entrée. Je me suis posé beaucoup de questions sur comment le cerveau percevait le monde, comment est-ce que le cerveau arrivait à créer des concepts, à créer des actions et des comportements. Et en fait, après, moi, j'ai suivi un fil. Quand j'étais en fac, maintenant, ça a un peu changé en France, mais à l'époque, la France, il y avait vraiment le corps d'un côté, avec la biologie, et on allait voir les petits détails mécanistiques de telles hormones, tels neurotransmetteurs, avec quels récepteurs, et loin là-bas, de l'autre côté, bien scindé, il y avait la psychologie qui était à l'époque encore plus psychanalytique que maintenant. Donc c'est pour ça que pour retrouver un peu les deux, j'ai fait ce double cursus parce que contrairement à des universités anglo-saxonnes où on pouvait vraiment lier les deux, à l'époque moi j'avais pas ça, donc c'est pour ça que j'ai croisé les deux. Puis après je suis à partir du master, à partir de la deuxième partie de l'université, j'ai pu faire des stages avec des choses beaucoup plus intégratives où on pouvait justement essayer d'allier le comportement et la biologie. Et quand j'ai voulu revenir à des premières amours pas des premières amours, mais des questions que je m'étais posées avant de vouloir faire de la thérapie et pouvoir aider les autres, la question pour moi était de ne pas oublier le corps. Parce que justement, j'avais été presque traumatisée par cette vision ultra dualiste. Ce que j'essaie justement d'expliquer dans le livre, on a vraiment une vision qui est tellement scindée entre le corps là-bas, l'esprit là-bas, que en fait, pour moi, la sexologie, c'est vraiment imposé comme une réunion du corps et de l'esprit, avec en plus cette notion qui m'a fait un peu manquer en biologie, c'est quand même la notion de culture. On est quand même des êtres fondamentalement culturels, et la sexologie, moi, m'a permis en fait de réunir un petit peu tout ce qui était un peu épars, et c'est comme ça que je suis atterrie là. J'ai pour moi un peu tiré un fil, plus les questions. Quand même, la sexualité a une part d'animal en nous. Et pour une personne qui a grandi avec l'animal, j'ai toujours été très questionnante vis-à-vis de pourquoi notre société rejette cette part d'animalité en nous. Et la sexo, en fait, peut pas faire fi de ça. Donc voilà. Donc en gros, c'est un peu une longue histoire, mais c'est par là que j'y suis arrivée. Mais c'est ça qui est génial parce qu'on le ressent vraiment Absolument. dans ton livre. Il y a vraiment ces trois angles et en fait, c'est rare de retrouver vraiment le fil rouge entre le côté historique, culturel, que tu mets bien en avant et que tu expliques bien, le côté corps, physiologique, animal aussi, et toute la sphère neuroscientifique. Donc non, c'est hyper intéressant de voir tous les liens qu'il y a entre les trois sphères. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Absolument. Et justement, quand on parle de sexualité, de quoi on parle exactement? C'est une excellente question. Est-ce qu'on sait vraiment? En fait, non, c'est une excellente question. C'est que, en fait, si moi j'approche d'un point de vue purement biologique, la sexualité, ça va être l'ensemble des comportements et des mécanismes qui vont permettre la procréation. Donc ça, c'est la point de vue biologie chez l'animal, etc. Sauf que, comme je viens de le dire, il y a une énorme part de culture. Et en fait, c'est là où les deux vont rentrer vraiment en collusion. On sait très bien, déjà maintenant, on sait très bien aussi que les animaux, mais on sait très bien que les humains, il n'y a pas que des rapports qui visent à la procréation. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, en fait, la définition qu'on a en biologie ne matche plus exactement avec la définition qu'on va avoir chez l'humain. Et donc, justement, cette question, elle n'est pas simple. Et cette définition, elle est très, très vaste. Donc, pour l'instant, on la définit comme tout ce qui va
avoir trait à l'érotisme, c'est-à-dire les plaisirs autour de ça. Mais on ne peut pas oublier non plus justement la sphère justement plus santé, plus médicale et plus biologique. C'est fou quand même que la biologie, dès le départ, n'ait pas voulu volontairement, je suis désolée, c'est volontaire quand même, intégrer cette notion d'érotisme au global. Alors, ça s'explique parce que à l'époque où on a commencé à faire ces recherches-là, on était en fait vraiment, il y a eu l'essor de la biologie descriptive comportementale, c'est vraiment le 19e. Et le 19e, c'est une époque extrêmement puritaine. Ce que j'explique un petit peu dans le livre, mais en fait, c'était très, très masculin, très, très, chrétien, peut-être pas que catholique, mais principalement, enfin voilà, vraiment une empreinte de pudibonderie. Et on ne pouvait pas dire n'importe quoi, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et il y a vraiment des biais culturels qui se sont retrouvés chez les chercheurs, parce que les chercheurs ne sont pas, des petits cerveaux étanches au monde et aux biais culturels. Et c'est pour ça qu'en fait, on a perdu du retard. On a pris du retard plutôt. Ouais. Alors, quand on considère la sexualité comme un système physiologique à part entière, au même titre d'ailleurs que le système cardiovasculaire ou le système digestif, quel est son rôle fondamental dans le corps humain ? Alors, outre peut-être la procréation. Alors, en fait, justement, on ne peut pas l'enlever de ça, en fait. C'est vraiment, si je me mets dans une perspective purement darwiniste, le vivant, il veut, avec des guillemets, survivre et se reproduire. Il veut pérenniser l'espèce. Et en fait, tout notre corps, il a évolué pour utiliser toutes les ressources physiologiques, tous les neurotransmetteurs, toutes les hormones, tous les organes, pour soit réussir à survivre, soit à transmettre son patrimoine génétique. Donc, ça amène, en fait, devenir de la biologie, ça amène une profondeur de champ qui est vraiment énorme, parce qu'en fait, on a évolué pour ça pendant des millions d'années. C'est la base chez tous les êtres vivants. Bon, voilà. Donc, en fait, il y a tout notre corps qui y participe, et c'est ça qui en fait quelque chose, justement, d'aussi complexe à définir. Et du coup, c'est vraiment un mécanisme aussi de régulation biologique, mais psychologique aussi, et relationnel. Alors, c'est très intéressant parce que pour nous, primates, on est une espèce qui est fondamentalement sociale. Oui. Notre cerveau, il a la moitié du système qui est quand même branché pour faire des relations sociales, percevoir des émotions, interpréter les émotions, comprendre le langage, etc. Donc, en effet, l'aspect social est très, très important. C'est pour ça que la sexualité, il faut vraiment le prendre de manière globale. Et ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que pour bien faire de la recherche sur ces questions, il faut qu'on arrive en tant que scientifique, à essayer de se débarrasser peut-être des biais ou des espèces de petits concepts qu'on peut avoir dans notre vocabulaire pour pas faire de copier-coller et pour essayer de comprendre comment ça marche en fait dans le cerveau en isolant certains paramètres, parce que pour l'instant on peut pas faire autrement. Absolument. Et justement, comment ça marche dans le cerveau pendant la sexualité ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau Alors, il y a plusieurs parties. Si on prend l'acte sexuel en soi, qui peut commencer par le contact d'un baiser, etc. On peut aller même jusqu'à l'orgasme pour l'explication théorique. En fait, on sait qu'on va avoir d'ailleurs tout le corps qui va justement participer à ça. La première chose qu'on va avoir, ça va être le cœur qui se met à battre et le système sanguin qui va réorienter, rediriger en fait l'afflux de sang vers les organes génitaux. Mais là, on est un système nerveux sympathique ou parasympathique ? Les deux. Ah, on est d'accord, parce que... Il y a un peu des deux, c'est ça qui est assez intéressant. Là, ce que tu indiques, c'est surtout le système sympathique, en fait. Alors là, il y a un système sympathique, évidemment, qui se met en œuvre, mais il y a aussi un système sympathique qui va se mettre en œuvre pour la motricité. Et c'est là où, justement, en fait, en sexologie, on est toujours en train de faire ces allers-retours pour comprendre... Oui, en effet, il y a un truc très, très brut de corps qui réagit, mais il va y avoir le cerveau qui va interpréter le contexte, les émotions, etc. Donc, ça met à bas un peu ce qu'on dit, les hommes c'est mécanique, les femmes c'est plus... Totalement. Voilà. Totalement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Ce serait simple, on aimerait bien, mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc la première chose, c'est vraiment toute cette réorganisation, sanguine. On va avoir des muscles qui peuvent se relâcher justement dans les régions pelviennes. Et par contre, en fait, comme on va avoir des mouvements, on va avoir d'autres muscles qui vont être actifs. On va avoir donc le cœur qui bat, puis on va avoir quand même pas mal d'adrénaline.
Et l'adrénaline va nous amener à cette espèce de petite pouf d'intensité, justement. Après, en fait, ça va dépendre évidemment de ce qu'on va faire. On va avoir, dans les 4 phases du coup de l'orgasme, que j'explique justement dans un des chapitres. Alors, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas encore à tout savoir, mais ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on a déjà des bases. On sait qu'il va y avoir beaucoup de dopamine qui va être mis en jeu. Et le rôle de la dopamine, c'est pas le plaisir. La dopamine, c'est un neuromodulateur qui va être libéré à plein de moments dans le cerveau. Et la fonction de la dopamine, ça va être d'aller marquer qu'il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant pour que le cerveau s'en souvienne pour le refaire après. Donc, le sucre, on va avoir cette récompense parce que le sucre, c'est bon pour le cerveau. Et du coup, comme ça, on va apprendre que, en fait, c'était le buisson là-bas qui donnait les petites baies. Et c'est ça qui est resté, en fait. Donc, quand on apprend que, en fait, embrasser bidule ou machine, c'est bien, et en fait, le corps, il va sécréter de la dopamine. Le cerveau va sécréter de la dopamine pour dire, rappelle-toi, il se passe des trucs sympas avec machin ou machine et faudra le refaire. Donc, la dopamine est évidemment très, très centrale. Et on va avoir après, ça dépend à quel niveau on peut aller, on peut avoir aussi, alors c'est aussi très lié à l'activité sanguine, mais on sait qu'on va avoir une désactivation, là j'en profite parce que j'ai un magnifique cerveau, une désactivation des zones du préfrontal en fait, qui vont être des zones qui sont très importantes pour la planification, la réflexion. Typiquement, c'est les zones qu'on utilise pour calculer vous savez, les problèmes qu'on faisait à l'école. Combien de temps faudra-t-il à la baignoire de Nicolas pour me... Donc, en fait, cette zone-là, on n'en a pas besoin dans ces moments-là, donc elle se désactive. Ça se désactive au profit de zones plus internes qu'on ne voit pas ici, mais qui sont à l'intérieur, ici, de l'amygdale, et qui vont être des zones très, très importantes pour mettre le corps en alerte, en éveil, sur des questions plus sensorielles. Et ce qui explique peut-être, on va le voir après, mais pourquoi quand on est très dans son cortex préfrontal, on n'arrive pas à descendre dans le corps. Voilà. Ouais. Et il y a d'autres hormones clés aussi qui interviennent. On a la testostérone, les oestrogènes, la progestérone, l'ocytocine, la sérotonine. Ouais. On peut en parler un peu aussi ? Alors, on peut en parler évidemment. Donc, si je reprends justement le rapport sexuel, le pic d'adrénaline va aller activer le système des hormones stéroïdiennes. Et dans ces hormones, on va avoir justement les hormones sexuelles. Donc, c'est intéressant de ne pas oublier que ces hormones, elles sont aussi liées au cortisol. Donc, on verra peut-être après, le lien entre sexualité et stress, il est évidemment très, très important. Mais donc, pendant les rapports sexuels, hommes et femmes, on va avoir des pics de testostérone, parce que nous, les femmes, on a aussi la testostérone, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce qui va justement amener aussi cette excitation. J'allais dire, ça fait partie de la libido aussi. Exactement. Exactement. Donc, c'est la libido, c'est l'excitation, c'est l'envie d'aller vers l'autre qui va être médiée par ces hormones. Et quand on va avancer dans vraiment au moment de l'orgasme, on sait qu'il y a une décharge extrêmement forte de dopamine qui est vraiment liée au moment de l'orgasme. On appelle un burst de dopamine, parce que ça va être vraiment une explosion de dopamine dans le cerveau. Et cette décharge va amener évidemment, entre autres, pour plein de trucs qu'on ne comprend pas très bien, mais les contractions du périnée, enfin vraiment de toute cette région pour les hommes et pour les femmes, parce que c'est ça qui permet en fait même l'éjaculation des hommes. Et suite à ça, on va avoir la dernière phase, qui est la phase de résolution, dans laquelle on va avoir la sécrétion d'endorphine. Donc les sportifs connaissent très très bien cette hormone, parce qu'elle amène vraiment à une régulation, une descente du corps suite à l'effort. Après une séance de sport comme après l'orgasme, on va avoir le couple ocytocine-vasopressine, dont la fonction, elles travaillent toutes les deux ensemble, ça va être justement d'aller réguler tous les changements physiologiques qu'il y a eu. Et donc tout l'effort qu'on a fait, c'est comme si on était monté, et en fait, la tension qui s'est mise en place, en fait, l'ocytocine et la vasopressine vont permettre de le redescendre. Donc, on ouvre les muscles lisses, ça se détend, etc. Et c'est toute cette action conjointe de ces hormones et neurotransmetteurs que le cerveau va interpréter comme « je me sens bien, je me sens détendu ». Et là, on sécrète de la sérotonine aussi. Alors, la sérotonine arrive à ce moment-là aussi, oui. Ouais.
Et ça montre tout cet enchaînement physiologique, justement chimique, ça montre que, bien sûr, il peut y avoir des blocages, on en parlera tout à l'heure, plus psychologiques, mentaux, mais il y a aussi potentiellement des, je vais pas dire, c'est pas des carences, c'est pas le terme, mais en tout cas, il peut y avoir le cheminement chimique du corps peut ne pas se faire, et ça peut aussi être la raison pour laquelle... Exactement. Et justement, en fait, cette phase de résolution, elle peut être très, très intense. On voit plus ça chez les hommes, justement, mais on a quelque chose qu'on connaît bien en tant que sexologue, c'est le blues post-coïtal. Donc, en fait, des fois, cette, vague, surtout chez les hommes, parce qu'en plus, c'est une période réfractaire. Donc, les hommes ne peuvent pas avoir une érection, contrairement à nous, les femmes, on peut enchaîner les orgasmes. Pas les hommes. Parce qu'il y a l'éjaculation, pour plein de raisons qu'on ne comprend pas très, très bien. Mais par contre, cette descente d'organes, cette d'hormones, justement, après, elle peut être très, très violente. Et il y a certains hommes qui le gèrent très, très mal et qui le vivent presque comme une descente de drogue, en fait. Donc, c'est pour ça que des fois, les hommes veulent s'endormir. Donc, ça, c'est un grand message à toutes les femmes. Ah bah oui. Si votre partenaire s'endort... C'est pas une mauvaise chose. C'est pas qu'il vous aime pas, il faut laisser le corps récupérer et c'est OK. Et c'est important de l'entendre aussi. On a aussi d'ailleurs des femmes qui ont envie de redescendre, mais c'est vrai que nous, on est un peu différentes parce que nous, on peut enchaîner les orgasmes, mais pas les hommes. Et ça veut dire quoi si on n'a pas envie de dormir après, du coup? Alors ça va dépendre. Il y en a qui n'ont pas envie de dormir après aussi, et ça s'entend, mais je voulais vraiment attirer l'attention sur le fait que c'est pas quelque chose de mal. Voilà. Par contre, là où ça peut être problématique, c'est quand les personnes le vivent mal, et il y a vraiment cette sensation de blues, presque pas de dépression, mais vraiment c'est trop fort, en fait. Il y a des personnes qui le vivent très, très mal. Donc là, pour le coup, ça, ce serait un motif de consultation avec un sexologue. Et ça, c'est ou un quelque médecin. chose que, du coup, dans le cadre de ton métier, tu peux vraiment travailler? Alors oui, on peut le voir. En général, moi, quand j'ai ça, je vais d'abord envoyer chez un médecin pour faire un espèce de bilan pour voir de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est important de savoir que ça peut aussi exister chez son partenaire, de pas rester seul avec ça, parce que ça, pour le coup, justement, c'est tous ces petits dérèglements dont tu parlais qu'on peut trouver à ce moment-là. Tout à fait. Et pour rester un peu sur le sommeil, justement, c'est un préalable à la santé de manière générale. Donc, forcément, par rapport à tout ce mécanisme chimique dont tu parles, j'imagine que des problèmes de sommeil, un mauvais sommeil pourrait avoir des impacts sur tout ça. Ouais. Alors ça, c'est évident, c'est très important. Alors, je vais vraiment me remettre ma casquette de neurobiologiste. Les neuroscientifiques se sont vraiment foutu sur la tronche pendant des décennies pour savoir qu'est-ce qui était le plus important pour le cerveau. Le sommeil, l'alimentation ou le sport. Le sommeil. Et c'est le sommeil qui a gagné. Mais bien sûr. De très très loin. Donc le manque il y a des enfants et puis vous Exactement. Exactement. Donc en effet, le manque de sommeil, c'est le truc numéro 1 que moi sur lequel je suis fatigante au cabinet. Toutes les personnes avec lesquelles je travaille, si là il y en a qui m'entendent, je sais que je suis un peu chiante, mais parce que je sais qu'en fait le sommeil, notamment justement après l'arrivée d'un enfant, on peut rien faire. Donc, au final, le sommeil est absolument crucial parce que ça va aussi permettre de réguler le cortisol et donc les hormones stéroïdiennes et donc la testostérone, la libido, etc. Donc, s'il n'est pas le sommeil, on peut rien faire. Mais du coup, ça veut dire que quand tu as un jeune enfant que tu dors pas pendant X mois ou années, comment tu fais pour réinstaller une libido qui reprenne de la forme? Parce que ton enfant, il est là, quoi. Je veux dire, tu peux rien faire, quoi. Alors là, c'est vraiment au cas par cas parce qu'il faut comprendre déjà si l'enfant n'a pas des problèmes, parce qu'il y a des fois, il y a le cas où il y a des enfants qui ont besoin d'un accompagnement X, Y, Z. Après, quand l'enfant se met à dormir, à faire ses nuits, et en fait, on voit avec le couple, est-ce que l'enfant dort dans le lit ou pas? Parce qu'il y a des fois, il y a des cas où, s'il y a l'enfant, le Doberman, le chat, pas d'autres problèmes. Donc, c'est vraiment après au cas par cas. Mais en tout cas, moi, ce sur quoi j'insiste vraiment en premier lieu, c'est le sommeil. Et le sommeil, notamment des femmes, parce que en tant que femme, notamment dans la seconde partie du cycle avant nos règles, ça a été prouvé en long, en large et en travers. Je remplis cette pièce d'article scientifique qui montre qu'on a besoin de plus de sommeil au moment des règles. Voilà, donc les enfants plus les règles, des fois, ça fait... c'est la totale. Est-ce qu'il y a un délai de latence, c'est-à-dire entre le moment où tu n'as pas dormi pendant toute une période, il faut quand même un délai de récupération minimal? C'est variable en fonction. Où on fait une bonne nuit et c'est fini, même si on n'a pas dormi pendant 6 mois. C'est très variable en fonction des individus. On peut pas répondre comme ça. Alors c'est vrai que de manière générale, il faudrait que le corps puisse se reposer un minima avec plusieurs jours de repos, quoi, vraiment vacances
rien faire, voilà. Mais c'est vrai que des fois, moi, j'impose aux gens d'arrêter de faire des choses, de pas justement chercher dans la performance, parce qu'au bout d'un moment, quand on veut absolument tout faire, le travail, etc., en fait, qu'est-ce qu'on fait? Le corps se tend. Et en fait, on ne peut rien faire dans l'attention, il faut aller chercher la détente. Donc ça, ça fait partie des choses que je travaille en fait en tant que sexologue, contre toute attente, mais en fait, on va aller vraiment chercher le repos, s'autoriser à aller faire une journée Netflix avec des pâtes sous la couette s'il faut, mais s'autoriser à lâcher un peu, quoi. En quoi est-ce que la sexualité, elle peut jouer un rôle de régulation de stress et de l'anxiété? Et où? C'est pas la même chose. Alors, c'est un sujet qui est immense, parce que j'ai plein de manières de l'aborder. Comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue purement physiologique, les hormones stéroïdiennes, elles sont liées avec le cortisol et ça fait un peu un espèce de vase communicant. Est-ce que tu peux juste préciser pour nos éditeurs qui sont un petit peu moins avertis sur le sujet, ce que sont les hormones stéroïdiennes? Les hormones stéroïdiennes, c'est... je l'ai dans le livre. Est-ce que je peux le retrouver? Parce que j'ai ça et je pense que... Complètement. Je l'ai mis exprès, parce que j'ai des super éditeurs qui m'ont autorisé à mettre des schémas dans le livre, parce qu'en tant que biologiste, oui, je ne sais pas faire très sans agréable. schéma. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis je l'ai surligné. Ouais, alors attends, dû je le retrouve. Ah bah il est là. Tu vois, voilà, j'avais alors, même... il est exactement là. Donc en fait, c'est ici, c'est un chemin biochimique où en fait, on va avoir des chaînes où la vitamine D va amener à plusieurs cascades chimiques exactement, qui vont avoir comme finalité. Alors comme je ne vois pas ce que je montre, mais il y a testostérone et progestérone. On le remettra après, voilà. Et donc en fait. C'est là où justement c'est intéressant parce que c'est aussi lié avec l'adrénaline, donc le travail des surrénales qui sont évidemment très très importantes dans le stress. Donc d'un point de vue purement mécanique, physiologique, en fait, le fait d'avoir une activité sexuelle va aller activer cette chaîne-là et permettre de diminuer le cortisol. Donc on est d'accord que les hormones stéroïdiennes, c'est vraiment les hormones qui sont reliées de près ou de loin à la sexualité, à la sphère urogénitale. Oui et non, parce qu'en fait, on peut pas avoir une hormone qui fait juste ça, parce que la testostérone, elle permet aussi, par exemple, la fabrication de muscles. Non, oui, c'est vrai. Donc mais ça, parmi les fonctions, c'est celle-là. à cette fonction. Mais on va avoir aussi le cortisol qui est dedans. Absolument. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc en fait, il y a ce lien évidemment très très biologique, mais en fait, il y a d'autres choses qui sont plus psychologiques. Justement, on a un rapport sexuel avec une personne, on est en lien. Comme je le disais tout à l'heure, notre cerveau, il est branché pour faire quoi? Faire du lien. Et donc, du coup, ocytocine, mais c'est même pas que ocytocine, c'est tout notre cerveau. Enfin, là, je vois, j'ai les zones du langage qui sont... c'est pas grave, ils sont de l'autre côté, mais c'est notre cerveau est toujours en train d'interpréter tout pour faire du lien social. Donc en fait, quand on est, ce que j'arrête pas de répéter, le premier terme dans relation sexuelle, c'est pas sexuel, c'est relation. Et donc, le fait d'être en relation, le simple fait d'être en contact, d'échanger, d'appeler quelqu'un, d'entendre une voix, etc., on sait que ça va baisser le niveau de stress chez les gens. Et alors attends, excuse-moi, je fais un mini aparté, mais du coup, relation, c'est aussi sentiment? Ou rien à voir? Ça fait partie des sentiments, mais c'est relationné au sens large, qui est très très large. Tu peux avoir des sentiments, mais tu peux avoir des sentiments, plus ou moins forts, en fonction des personnes, etc. Mais le fait simplement d'être dans une relation, on va dire même positive, qui se passe bien, peu importe, ça peut être une relation de travail, voilà, ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation avec, j'en sais rien, son chat, son chien, ce qu'on veut. Il n'y aura pas nécessairement d'attrait sexuel. Mais notre cerveau, pour lui, ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui va apaiser. Donc, il y a l'aspect relation qui permet justement de diminuer le stress et qu'on ne peut pas enlever de l'équation, mais qu'on a tendance à beaucoup trop oublier. Le stress et l'anxiété? Le stress et l'anxiété, bien sûr. Donc, pour les personnes anxieuses et stressées, on va donner une ordonnance de faites 3 fois l'amour par semaine. Non, justement. Alors, faut sortir justement de cette injonction à faire du sexe pour diminuer. Faut pas qu'il y ait un enjeu. Exactement. Et c'est ce qu'on va beaucoup avoir chez des personnes qu'on va appeler avec des... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans la question de l'addiction sexuelle, mais il y a beaucoup d'addicts qui, en fait, quand on va vraiment discuter avec, ne sont pas addicts. En fait, il y a des masturbations compulsives pour diminuer le stress et l'anxiété.
Ouais, bien C'est sûr. comme si c'était un outil de gestion du stress. C'est un outil de gestion du stress exactement comme la cigarette ou l'alcool ou autre. Alors c'est une mauvaise outil. Ouais, enfin c'est Mais- mieux que la cigarette. C'est mieux que la cigarette. Bah, ça dépend parce il qu'il faut peut y un avoir des équilibre à souffrances, tout. en fait. Voilà, il faut de la mesure et de l'équilibre dans tout. Mais ce qui est problématique, c'est que on va associer quelque chose. tout à fait. Voilà, c'est une mauvaise gestion. association. Voilà, c'est une mauvaise association, des mauvaises habitudes et ça amène en fait énormément de souffrance. Donc c'est hyper efficace d'un point de vue physiologique pour les raisons hormonales que j'ai montrées tout à l'heure. Mais en fait, ce qui est vraiment bon, c'est d'abord la relation et de ne pas penser que au sexuel. Absolument. Et justement, à contrario, comment on explique que le stress peut impacter la libido, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure? Eh ben, je reviens avec mon schéma, il faudra le remettre en dessous, des hormones stéroïdiennes. Il y a le cortisol et progestérone et oestrogène. Et en fait, ça fait une espèce de vase communicant. S'il y a trop de cortisol, en fait, ça happe, en fait, la chaîne. Ça va déséquilibrer la sécrétion de progestérone qui est là pour nous calmer. Et... Ah, on peut le dire, oui, on peut le dire comme ça. Ouais, On peut le dire comme ça, mais en fait, c'est vraiment cette notion de vase communicant. En fait, on voit qu'il y a des précurseurs. Les précurseurs, justement, la vitamine D, par exemple, on va prendre le précurseur. En fait, c'est comme si dans la chaîne de biochimie, en fait, dans cette chaîne métabolique, le cortisol va happer ces précurseurs. Et du coup, il n'y en aura pas assez pour faire la progestérone et la testostérone, qui sont le carburant, en fait, de la libido. Donc, trop de stress. Pas assez de sommeil, plein de cortisol, plein d'adrénaline, et donc du coup, pas assez de testostérone et de progestérone, dérèglements hormonaux, etc. Il y a aussi l'hygiène de vie au global, finalement. Parce Bien qu'on sûr. parle de stress, de sommeil, mais finalement, l'alimentation joue un rôle. Alors, l'alimentation va jouer un rôle, c'est assez intéressant. C'est plus pour les messieurs, pour les troubles de l'érection, parce que ça va amener à des problèmes cardiovasculaires. Et du coup, un des premiers trucs qu'il va prendre, et le tabac, évidemment, ça va être les troubles de l'érection. Donc, pour le coup, l'alimentation va jouer un rôle oui et non, comme l'alimentation joue un rôle dans tout, mais en fait, on va plus avoir des impacts chez les messieurs. Est-ce que le sport améliore nos performances sexuelles? Alors, ou est-ce que c'est l'inverse? Alors ça, c'est une excellente question sur laquelle, en fait, il y a beaucoup de littérature sur ça parce que, en fait, c'est exactement ce que tu disais, de la modération et de la nuance dans tout. En fait, oui, parce que ça permet... c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure avec mon système cardiovasculaire. Le sport permet un bon maintien des fonctions cardiovasculaires. Ça, je pense que tout le monde le sait. J'apprends absolument rien à personne. Mais ce qu'on sait, c'est que par contre, trop de sport, ça va amener à consommer ces hormones stéroïdiennes, consommer de la testostérone, et du coup, peu de libido. Ça fait partie des règlements, voilà, qu'on connaît très bien chez des sportifs de haut niveau. Donc c'est pour ça, il faut vraiment voir. C'est pas les mêmes chez tout le monde. Enfin voilà, il y a haut niveau et haut niveau. Enfin voilà, mais c'est plus les hommes qui sont sensibles à ça en fait. C'est marrant. En fait, nous, on est... Enfin, il doit y avoir, en tant que femme, il doit y avoir aussi plein d'éléments qui doivent influencer notre sexualité, notre libido. Enfin, tu parlais du cycle tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'il y a un impact quand même qui est important. Tout à fait. Entre les différentes sécrétions tout à fait. Alors hormonales. en plus, on sait que, comment dire, en fonction des différentes phases du cycle, les femmes vont pas être attirées par les mêmes types de partenaires. Ah oui. Attends, c'est dans le livre, c'est dans le livre. Attends, je me rappelle plus de ça. C'était génial, j'ai adoré ça. Et ce qui d'ailleurs C'est absolument brouille. Non, en fait, c'est ça qui d'ailleurs perturbe beaucoup nos amis masculinistes qui ne comprennent pas que en fait les femmes aussi, comment dire. Je pense à la chanson Girls Just Want to Have Fun. Ouais. C'est vraiment ça. En fait, les femmes vont avoir juste des envies et envie d'avoir des toy boys, comme les hommes peuvent être attirés par des femmes avec lesquelles ils n'ont pas envie de construire leur vie. Et en fonction de l'âge, en fonction de la phase du cycle pour les femmes, et ben en fait, on va pas choisir les mêmes types de partenaires. Donc ça, c'est sûr. Attends, tu peux nous rappeler, parce que quand même, bon, ça fait quelques mois que je l'ai lu, le livre, et je l'ai adoré. Il est tellement dense. Mais du coup, ça veut dire qu'avant ton cycle, c'est plutôt les hommes, ton mari. Et puis après, c'est quoi? Bah, en fait, première partie du cycle où, t'as pas nécessairement envie de te poser, tu vas avoir envie des toy boys. Tu vas avoir envie de t'amuser. Et puis après... C'est la phase lutéale.
Ouais. Et après, tu vas avoir envie de te poser, d'être plus dans un cocon, en fait. Alors évidemment, je grossis, tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y a quand même eu énormément de recherches sur ça par une femme qui s'appelle Sarah Hill, qui est chercheuse, je crois qu'elle est au Canada maintenant. Alors je ne sais plus si elle était au Canada avant ou au Canada maintenant, j'ai toujours un doute, mais elle a fait un super livre, notamment sur l'impact des contraceptifs hormonaux sur le cerveau. Et on se rend compte que justement, les contraceptifs hormonaux vont aller mimer en fait la grossesse chez la femme. Et ça, on s'est très très bien rendu compte que les femmes vont pas choisir les mêmes partenaires si elles ont des contraceptifs hormonaux versus si elles n'ont pas de contraceptifs hormonaux. Donc des fois, il y a malheureusement des mariages qui s'arrêtent parce que les femmes ne prennent plus de contraceptifs hormonaux. Après la grossesse, vont par exemple passer au stérilet non hormonal. Et elle explique très bien dans son livre qu'elle a déjà interviewé des femmes dans ses études. Il y a une qui lui disait « Je ne supporte plus l'odeur de mon mari ». Ça peut aller jusque-là. Wow. Et donc, ça a des impacts auxquels on ne va pas penser. Mais c'est vrai que nos hormones, c'est vraiment... Hormones, c'est fou. C'est ça, voilà. Ouais, c'est pour ça que jouer avec, c'est dangereux. Ouais. C'est impressionnant. Et justement, pour rester dans cette sphère de santé mentale, etc., quel rôle joue la relation au corps, au désir, dans la confiance en soi, tout ça, en fait, parce que forcément, la sexualité, ces questions-là sont importantes. Ouais. En fait, dans la sexualité, c'est vrai que ce qu'on est un peu en train de voir, c'est que tout va jouer. La question de la relation au corps, elle est très très importante parce que on va avoir la société qui va donner telle injonction, mais des choses que nos goûts vont pas nécessairement matcher ces injonctions, ou même nous, en tant que femmes, on a des standards qui sont un peu imposés, un peu fatigants. En fait, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce qu'on se sent. Il y a des femmes, on l'a vu, là je pense à Rihanna en parlant, qui disait qu'en fait, elle se sent mieux maintenant, qu'elle est plus... toute mince, et qu'elle se sent mieux comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on voit vraiment, c'est que quand les personnes se sentent bien avec leur corps et qu'elles ont trouvé un partenaire avec qui ça match sur ces questions-là, en fait, tout va bien. Là où on va avoir justement des complexes, et les complexes peuvent arriver sur tout et n'importe quoi, chez absolument tout le monde, trop petit sein, trop gros sein, trop de hanches, pas assez de hanches, tout ce qu'on veut. En fait, ça, c'est des choses qui doivent être travaillées en cabinet pour justement arriver à dépasser ça, pour essayer de comprendre d'où viennent ces injonctions, pourquoi on est aussi obsédé par ça. Ouais, c'est pas toujours évident de trouver la racine de ces injonctions, parce qu'elles peuvent prendre naissance quand on était super jeune aussi. Oui. Et c'est hyper inconscient. Ça dépend. Des fois, il y a quand même pas mal de personnes qui sont capables de me dire, la plupart du temps, en fait, quand j'étais petite, j'étais moquée, ma mère disait que, mon père disait que, mon grand frère disait que, etc. En général, les gens s'en rappellent assez bien. Après, c'est vrai que voilà, on y a aussi à trouver justement, à se retrouver. Même des fois, on peut ne pas toujours trouver l'origine, mais essayer de trouver quelque chose qui nous convient pour qu'on se sente bien dans son corps. Mais c'est vrai que c'est plus de comment est-ce qu'on se sent dans son corps et est-ce qu'on arrive à trouver un partenaire avec qui ça va vraiment matcher. C'est plus ça qui va être l'origine de ce bien-être, en fait. Et en même temps, pour se sentir bien dans son corps, il faut être en bonne santé. Et on est quand même assez peu de personnes à être en bonne santé. Parce qu'il y a énormément de dérèglements, déséquilibres alimentaires, le sommeil, le stress, la sédentarité, etc. Ça joue, ça, le fait d'être en bonne santé et une vie sexuelle qui soit à la fois épanouie et avec une bonne libido? Alors, oui et non. Oui, parce que, évidemment, la bonne santé joue sur tout. Après, exactement comme tu le disais, nous ne sommes pas des moines bouddhistes, nous vivons dans un monde qui est extrêmement stressant, avec des perturbateurs endocriniens, la pollution, etc. Mais on voit aussi que des personnes, par exemple, en situation de handicap, peuvent avoir des vies sexuelles très riches et très épanouies. Donc, il ne faut pas non plus se fermer à cette possibilité et pas non plus être dans ce truc de « j'attends d'être en bonne santé pour ». Hyper intéressant. J'aime beaucoup cette perspective. C'est pour ça que je disais, par rapport à la question de la notion de performance, elle est hyper intéressante d'aller la décaler à cet endroit-là. Nous, on n'a pas besoin d'être en parfaite santé pour recevoir du plaisir et donner du plaisir. Ah, mais c'est hyper intéressant. Et alors, nous, on a un public d'auditeurs qui est pas mal
composé de dirigeants, d'entrepreneurs, mais aussi de médecins entrepreneurs, etc. Est-ce que la sexualité peut booster la créativité, la concentration et la prise de décision? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que avant de closer une levée de fonds, c'est pas mal d'avoir un petit orgasme? Oui, il y a toute cette question. Prends note. Non, mais il y a plein de questions autour de ça. Il y a plein de mythes, par exemple chez les footballeurs ou les tennisman, de pas avoir de rapport avant les matchs, etc. Mais oui, alors c'est quoi ça? C'est vrai? C'est vrai, c'est pas vrai. Honnêtement, je pense qu'il faut faire comme on le sent et se lâcher un peu la tête avec ces questions-là. Alors, la question de la créativité, c'est un vaste sujet en sciences cognitives. C'est vrai que l'érotisme, donc la partie non procréative de la sexualité, moi j'aime bien voir ça comme un terrain, en fait. Donc on va sur le terrain de l'érotisme et c'est une page blanche, c'est un canevas sur lequel on va peindre et forcément il y a des liens, il y a de la créativité. Il y a de la créativité dans l'érotisme. Il y a de l'esthétisme dans l'érotisme. Donc oui, forcément, il va y avoir des liens. Après, lesquels, pourquoi, est-ce que chez certaines personnes, est-ce qu'on peut dire quelqu'un qui est un super achiever, qui arrive à lever plein de fonds, etc., il a une vie érotique riche? Moi, sur le terrain, j'ai pas observé cette corrélation. J'avais entendu que c'était plutôt l'inverse même. Que les gens qui avaient hyper confiance en eux, qui étaient beaucoup dans l'action, etc., qui étaient très entrepreneuriaux, dans leur rythme de vie, etc., avaient plutôt une vie sexuelle moins épanouie, ils étaient moins à l'aise avec ça, et l'inverse aussi. Évidemment, il ne faut pas faire des stéréotypes. Voilà, on ne peut pas faire de stéréotypes, et c'est vraiment... C'est pas une tendance du tout que tu as non, observé, je pense vraiment pas... Puis après, c'est aussi une question, il ne faut pas oublier qu'on est dans une société qui va vraiment pointer du doigt l'exploration érotique, la liberté érotique, alors surtout chez les femmes, mais chez les hommes aussi d'une autre manière, en fait. Il ne faut pas oublier que un homme, malgré tout, qui va être porté sur ça, peut aussi faire peur aux femmes. Parce qu'on n'a pas envie d'être juste, une énième conquête de Casanova. Et donc, en fait, ces hommes peuvent aussi en souffrir d'une manière différente aussi. Donc, c'est assez complexe. On est vraiment sur vraiment une certaine complexité. Après, on va retrouver sur les liens de ce que je disais avec le stress. Là, les profils que tu m'as cités, c'est des profils où il y a une énorme charge de stress. Et donc, en fait, on va avoir un peu les deux. On va avoir des fois, chez ces profils-là, une consommation excessive de sexualité. Précisément, pour baisser le cortisol, exactement. Donc, on va pas être dans de l'érotisme, on va pas être dans une relation, on va pas être dans du partage, on va être dans quelque chose qui est une espèce d'outil de gestion du stress. Exactement. Vraiment, on va être dans une manière de gérer le stress qui est pas adéquate. Et du coup, c'est ça qui peut aussi, perturber un petit peu tout ça. On en parlait tout à l'heure, il y avait, et tu en as beaucoup parlé dans ton livre, il y a tout cet aspect de dimension sociétale, etc., qui est aussi très important. Et donc, la société, elle véhicule un certain nombre de clichés, en particulier, comme on a pu déjà un peu en parler, entre les hommes et les femmes, en considérant que pour les hommes, c'est plus sur la performance, une recherche de performance, alors que pour les femmes, on va être sur une recherche d'intimité. Qu'en disent les neurosciences? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est totalement un mythe? Alors, je ne vais pas faire une réponse de neuroscientifique, je vais faire une réponse de terrain. Les femmes performent l'intimité et les hommes amènent de l'intimité dans leur performance. Ah ouais. Je peux pas dire mieux, en fait. Parfait. Ça, c'est la quote. Alors, attends, tu peux détailler un peu? Les femmes, on est, j'ai envie de dire, dressées pour être, dans nos sociétés, les gardiennes du foyer et de l'intimité. Donc, nous, on va performer dans l'intimité. Donc, on va avoir cette charge mentale une de l'émotion. Une de plus, mais une charge mentale de l'intimité, une charge mentale de l'émotion, une charge mentale à cet endroit-là, et ça devient performance. Et les hommes vont aller chercher de l'intimité dans la performance. Ce qui va amener qu'en fait, des fois, il y en a un qui parle ici, l'autre qui parle là. Ouais. Et moi, mon travail va être de ramener tout le monde un peu au même niveau. Et ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est quelque chose que moi, vraiment, j'observe. Et c'est pas du tout, les neurosciences ne peuvent pas expliquer ça. Alors, il y a plein de questions après en neurosciences sur les différences entre les hommes et les femmes, les hormones, etc. OK, le cycle, c'est pas les mêmes. La testostérone, elle bouge tout le temps. Enfin, OK. Mais
Pour répondre à ta question, moi, c'est vraiment ce que j'observe. Performance et intimité, en fait, on est éduqué dans notre société pour pas mettre les curseurs aux mêmes endroits, et ce qui fait, en fait, on parle pas la même langue et on se comprend pas. Et donc, ça va peut-être, est-ce que ça rejoint cette idée-là de dire que on a souvent un peu le discours des hommes qui vont demander un peu une validation à la fin d'un rapport. Exactement. Est-ce que ça s'est bien passé? Exactement. Pour savoir si... Exactement. Ouais. Et les hommes, en fait, on l'oublie, mais sont en fait extrêmement romantiques. C'est un peu un truc qui je sais pas pourquoi dans nos sociétés, on est à fond, les femmes, elles sont romantiques, mais on oublie que historiquement, dans l'histoire de l'art, en fait, ce sont des hommes qui ont amené le romantisme. C'est un truc de mec. C'est un truc de mec, ça n'existait pas. Après, les femmes, nous, on a été éduquées pour suivre. mais à la base, c'est un mouvement essentiellement masculin. Super intéressant. Pour la séduction, en fait. Ça, c'est vraiment le romantisme, l'élan des émotions. Je pense aux poètes, je pense vraiment à Chopin, à toute ce monde, cette époque qui a été réellement l'homme arrête. Ça a été vraiment une réaction du siècle des Lumières, de la raison, et on a rebasculé vers non, faut pas oublier les émotions, et les hommes, les artistes, se sont comment dire, je suis pas très fan de ça, donc j'allais dire se sont vautrés dedans. Mais c'est peut-être un peu méchant, mais se sont vraiment exploré ça énormément. Ouais, c'est super intéressant, ouais, tout à fait. Après, ça rejoint aussi ce que tu disais au début de la femme qui est là, parce que l'aspect reproducteur de la sexualité, et la femme qui est censée justement du fait du fait que, c'est elle qui peut donner naissance. Ouais. Forcément, ça fait partie de ses missions premières entre guillemets, biologiquement parlant. Donc c'est pour ça peut-être qu'elle est finalement plus animale et moins. Oui. Après, bien sûr, pas de non, mais c'est tout à fait vrai en fait. Nous, on est entre guillemets plus. Alors, je vais pas dire on est plus disposé à ça et plus prête, mais en fait, c'est vrai que pour que les hommes aient une érection, c'est en vrai plus compliqué. C'est pour ça qu'en fait, va y avoir besoin d'une recherche érotique pour amener cette érection et un bon fonctionnement. Et si ça marche pas, il y a une telle pression sur l'érection des hommes que pour les hommes, ça va être quelque chose de vraiment qui va toucher à leur identité. Bien sûr. Vaste sujet. Ouais, c'est clair. Mais justement, quelles conséquences sur la santé et le bien-être ont ces injonctions sociales à performer sexuellement? Et femmes et hommes. Parce que je pense qu'il y en a quand même aussi pour les femmes, non? Bien sûr, il y en a pour les femmes. J'arrive pas à avoir un orgasme, c'est quoi un orgasme, etc. C'est pas aux mêmes endroits, en fait. C'est que, étant donné que nous, on est vraiment, comme je le disais, dressés pour pas aller sur la question de la sexualité. Une femme bien, c'est comment dire... Je l'ai cité dans ma conclusion. Je ne veux pas faire de fausses, citations, mais voilà. Jean Ferrat, 1972, une femme honnête n'a pas de plaisir. Jean Ferrat, voilà, exactement. C'est tellement cette chanson, exactement. Donc, c'est une fois qu'on a dit ça, on a tout dit en fait. Bah oui. Donc, que les femmes aient pas d'orgasme, le chemin relativement classique, ça change maintenant avec la Gen Z. Mais avant la Gen Z, il y a quand même un chemin assez classique qu'on va retrouver, c'est qu'au départ, dans la vingtaine, les femmes osent pas vraiment se lâcher, elles osent pas faire certaines pratiques, etc. Pas toutes, je parle vraiment en moyenne évidemment. Et puis, une fois qu'elles ont validé le mariage, le CDI, les 2 enfants, le Golden Retriever, la voiture, tout le truc. Elles ont prouvé qu'elles étaient des femmes bien. Exactement, qu'elles ont fait leur truc, voilà. Et elles peuvent se lâcher. Exactement. Et donc ça, mais du coup, est-ce que c'est avec leur mari? Parce que ça rentre peut-être... Alors ça c'est une autre question. Mais c'est un parcours de femme relativement classique. Et c'est important que, justement, je trouve ça très intéressant que la Gen Z ait totalement changé ça, qu'on a une Gen Z qui va se masturber beaucoup plus que les générations d'avant, où justement les femmes vont aller d'abord s'explorer elles-mêmes et d'abord voir leur propre plaisir et pas voir leur plaisir à partir du regard masculin. Donc, les femmes vont avoir une performance dans l'intimité à travers le regard de l'autre. Donc, il y a vraiment cette notion d'intimité dans nos performances, dans notre éducation à la performance sexuelle. Et c'est vrai que ça peut être très déroutant et très lourd à porter pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui n'arrivent pas à faire jouir madame. Et ça, c'est un vrai sujet de cabinet. Et là, c'est vraiment au cas par cas. Il faut aller vraiment voir ça pour chaque couple, en fait. Mais ces injonctions, de toute façon, elles abîment tout le monde. Et les hommes, comme je disais, les pressions qu'il y a sur les hommes pour
quand même pour l'érection sont extrêmement... Et l'éjaculation, parce qu'il ne faut pas qu'elle arrive non plus trop tôt. Ni trop tard. Ni trop tard, ni trop tôt, au bon moment, etc. Donc elles font beaucoup de mal justement, ces injonctions. Bien sûr, et en plus, il y a les injonctions. Enfin, là, on dit justement qu'il faut avoir une sexualité performante, mais en même temps, quand on a une sexualité trop active, principalement pour les femmes, et malgré tout aussi pour les hommes, t'en parlais tout à l'heure, c'est aussi mal vu. Donc, en fait, ça va jamais d'avoir un Exactement. équilibre. Il faut qu'on arrive à arriver à exister dans une espèce de chat d'aiguille qui est... Alors, il est quand même plus restrictif pour les femmes quand même que pour les hommes. Quand même, mais c'est vrai que ces injonctions, il y a justement tout un travail en sexologie d'affranchissement. Et la notion d'affranchissement, elle est absolument centrale à la sexologie. Ce que j'essaie un peu de montrer dans mon livre, justement, à travers l'histoire de cette discipline, il y a cette notion d'affranchissement par rapport au dictat de la société, aux normes sociales, aux normes culturelles. C'est absolument passionnant d'ailleurs, toute cette explication. Et les injonctions sociales à avoir une sexualité active aussi. Parce qu'il y a aussi des couples, et j'en connais, qui sont dans des relations platoniques et qui sont hyper heureux. Exactement. Oui, alors ça, il faut absolument arrêter à dire il faut absolument un rapport par semaine, etc. Il faut qu'on ait des partenaires avec qui on est aligné. Il y a en effet plein de couples, et je te remercie d'en parler. Vous n'avez pas de relation sexuelle et vous êtes bien, mais c'est super. Très bien. Il y a des personnes... ce qui pose problème, c'est quand on a un déséquilibre, on va avoir une personne, et alors là, attention, roulement de tambour, c'est souvent les femmes qui veulent avoir plus de relations, et ça augmente avec l'âge, justement, les femmes, justement, comme je le disais, à partir de la quarantaine, veulent plus, et messieurs, ont des troubles érectiles, etc., et ne peuvent plus suivre. Et ça, c'est le cas d'école. Plus que l'inverse. Alors, c'est pas toujours aux mêmes âges, etc., mais en fait, on a très très souvent, en fait, ce cas-là. Et pourtant, on parle de la ménopause, où justement, il y a aussi un déséquilibre, où la femme a moins envie, avec la baisse des Alors, c'est vraiment plus etc. la périménopause. D'accord. Autour, mais une fois que c'est mis en place, au contraire, il y a moins, justement, les... Peut-être on s'affranchit des injonctions. On s'affranchit. Il n'y a plus le cycle. Il y a peur d'être enceinte. Il n'y a plus la peur d'être enceinte. Il y a plus les règles. Il n'y a plus le cycle. Parce que, comme je le disais, on n'a pas les mêmes envies aux fonctions du cycle. Mais au final, dans la ménopause, en fait, on est libre. Donc... Mais on attend 50 ans, super. Non, mais en fait, c'est vrai. Et il y a beaucoup de femmes qui comment dire, ont quand même une vie sexuelle très épanouie après 50 ans. Après, là, il faut justement se détacher des injonctions et que les hommes aussi se détachent de... Une femme, après 50 ans, elle a la ménopause, elle est bonne à la poubelle. Non. Au contraire. Au contraire. Il y a pas lève les tabous. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Et que les hommes, comment dire, voient ça aussi. Parce que il y a cette idée d'à partir du moment où la femme, elle est plus bonne à procréer, comme tu disais tout à l'heure, c'est la mission première. En fait, non, en fait, pas du tout. C'est vraiment pas le cas. Justement, il y a plus d'enjeux. Justement, il y a plus rien à prouver. Donc, justement, il y a plein de femmes, encore plus maintenant. J'ai envie de dire même depuis la génération des boomers avec mes 68, etc. Et d'ailleurs, on le voit très bien. On a un vrai sujet en sexo, c'est les maisons de retraite. Oui. On a une explosion des IST dans les EHPAD. Donc voilà, donc en fait non, il n'y a pas d'âge. Mais c'est génial, mais heureusement, faut qu'on le dise. Attendez, on va pas s'arrêter. On n'est pas fini à 50 ans. Au contraire, heureusement. Bien sûr. Donc on parlait d'un peu des injonctions en fonction des genres. Est-ce qu'on pourrait parler de l'existence peut-être d'une inégalité d'accès aux bénéfices de la sexualité ou de manière générale à ce qu'est la sexualité, aussi en fonction de notre éducation, de notre culture, etc. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose. C'est pour moi la première chose. C'est ce que moi je vais aller chercher très tôt dans les entretiens avec les personnes. Est-ce qu'il y avait un poids religieux qui était fort ? Alors moi, j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec des couples mixtes de religions et de cultures différentes, donc pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Mais, pour les personnes avec lesquelles je travaille, que j'accompagne, parce que c'est quelque chose qui est vraiment central. Mais c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, parler des complexes, en fait, on va avoir des éducations et des familles, même s'il n'y a pas tellement de religion derrière, mais pour qui il va y avoir une femme bien, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Donc ça, évidemment, c'est une très, très grande inégalité. Ouais. Bien sûr. Et puis très jeune aussi, l'éducation sexuelle,
Elle est vraiment selon la famille dans laquelle on tombe. Elle peut être ultra inexistante, elle peut être biaisée, elle peut être mal vue, elle peut être jugée, l'accompagnement au premier pas dans la sexualité aussi des adolescents. Et puis après, il y a les médias aussi qui jouent un rôle colossal aujourd'hui, je pense. Ouais. Enfin, nous, on a eu la chance d'être passé à travers ça à peu près. Il y avait la télé, mais bon, c'était moins trash qu'aujourd'hui. Ouais. Comment ça se passe, là ? Il y a vraiment... alors, comme je le disais, je vais revenir sur... Il y a relation sexuelle, le premier mot, c'est relation. J'ai fait tout un chapitre sur l'attachement parental, les liens d'attachement. Si on a eu des parents qui nous ont donné une affection sécurisante, on va être capable de faire des relations plus sécures. Si, pour raison X, Y, Z, ça n'a pas marché, on peut avoir des attachements défaillants, anxieux ou évitants. Du coup, il y a cette notion aussi émotionnelle, plus psychologique, qui va aussi rentrer en jeu. Après, il va y avoir évidemment le rapport au corps. Et le rapport au corps, en fait, on va être très clair, ça commence avec les bébés. Est-ce qu'un bébé a été touché ou pas ? Et il y a cette grande, expérience, des choses qui ont été, faites à plusieurs. On a des traces dans plusieurs moments de l'histoire, mais je pense aux orphelinats de Roumanie, où on a vu que les enfants n'avaient pas été touchés, ils étaient tous complètement fous, en fait. Ouais. Donc, le fait, d'être proche de son enfant, de le prendre dans les bras, de le caresser, on voit qu'il y a des enfants, ils ont un contact qui... Ça passe pas, en fait. Et ça, c'est vraiment dans les premières heures, en fait. Donc, oui, il y a tout qui joue. Et j'ai vu aussi que ce qui influençait notre sexualité de façon plutôt inconsciente, c'est le rapport qu'ont nos parents. Quand on voit s'ils s'embrassent, s'ils se tiennent la main, s'ils ont de la tendresse l'un pour l'autre, la façon dont ils se regardent, etc. Ouais. Et que inconsciemment, on reproduit ce schéma. Alors, on va le reproduire, oui ou non. En fait, c'est plus sur des questions d'attachement qu'on va voir. Si on voit des parents, en effet, qui s'envoient des assiettes à la tronche, on va partir dans la vie avec une vision de l'amour, des relations, qui va pas être la même que si on a ce que tu décris. Donc, c'est plus... Et si c'est entre les deux ? On aura un comportement qui sera entre les deux. Mais il faut pas oublier que, le cerveau, il est plastique, et heureusement, et c'est pas parce qu'on a eu des parents dysfonctionnels, parce que ça arrive malheureusement, les parents changent de vie, des parents qui sont malades aussi, en fait, on peut aussi travailler sur ça et on peut aussi évoluer. Donc même là, on a de plus en plus, en France, c'est en train d'arriver, alors que c'est très très vieux, les notions d'attachement. Maintenant, on en parle de plus en plus. On a de plus en plus de psychologues qui se sont formés spécialement à ça. Aux États-Unis, ça fait 50 ans qu'il y a des psys spécialisés sur retravailler son attachement, son style d'attachement. Donc, on sait très très bien en science que c'est plastique et que c'est pas parce qu'on a eu ces modèles-là que en fait c'est fini. Pour la vie, quoi. Au contraire, on peut aussi... il faut laisser justement cette voie d'espoir pour dire, rien n'est immuable. Mais encore faut-il le savoir et être informé. Ouais. C'est une vraie éducation, une vraie pédagogie, quoi. Et justement, en fait, on parlait tout à l'heure, on expliquait, donc pour revenir un peu sur une dimension encore plus santé, on expliquait que pour avoir une sexualité épanouie, il était important d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais de la même manière, et sans bien sûr développer la moindre injonction, est-ce que on pourrait considérer que avoir une bonne sexualité fait partie de l'hygiène de vie générale ? Ouais. Là, on est dans une définition de la santé sexuelle actuellement en sexologie qui est quelque chose qui va contribuer au bien-être général. Donc, et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a les questions d'avoir du plaisir. Et la notion de plaisir, mes collègues se sont battus pour qu'elle entre dans cette définition de la santé sexuelle, parce qu'il va y avoir en effet de pas avoir de maladies sexuellement transmissibles, de pas avoir de grossesse forcée, de pas être violé, de pas être agressé sexuellement, donc toutes ces notions-là, parce qu'évidemment il y a tout cet aspect beaucoup plus sombre en fait de la sexualité qu'il faut pas oublier, mais la notion de plaisir elle est importante. Et il y a une autre notion qui est intéressante, c'est la notion d'alignement et j'ai envie de dire même d'identité sexuelle. De pas être contraint de pouvoir aimer qui on veut et malheureusement c'est pas le cas partout dans le monde. Ouais, j'ai envie de dire c'est assez peu le cas même. Si on regarde dans la globalité, je parle même pas des excès dans les pays qu'on connaît, mais tout à fait. Ouais, c'est vraiment compliqué. Et
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des preuves scientifiques solides qui montrent le lien entre sexualité, santé physique et longévité? Pas à ma connaissance. Par contre, il y a des études scientifiques qui montrent un lien entre santé et longévité avec une vie de couple heureuse. On revient à ça, en fait. On revient à ça. En fait, la relation avant. Relation. Tout à fait. Et est-ce que, alors je sais pas si on va pas faire des hacks sexualité, mais, mais est-ce qu'il y a des habitudes de vie qui peuvent soutenir une sexualité équilibrée, justement, des choses Je pense qu'il va y avoir, je vais revenir à mon bref système cardiovasculaire. Hein. Vous fumez, c'est pas pour rien que c'est écrit sur les paquets de cigarettes, messieurs. À partir de 50 ans, faudra pas vous poser de questions. Non, mais je peux pas le dire Bien autrement. Donc en fait, il y a vraiment des habitudes de. Et l'alcool? L'alcool aussi, ouais. Mais alors, s'il arrête, c'est vraiment catastrophique. Ouais. Bon, j'ai résolu des problèmes en envoyant les gens chez un addictologue. Vous arrêtez de fumer, bah tiens, ça va mieux. Vraiment, hein. C'est fou. C'est vraiment un impact énorme. Peut-être c'est ça qu'on devrait mettre dans les campagnes publicitaires. Mais oui, mais en fait, ils le mettent sur les paquets. Ouais. Mais on va pense le mettre que dans les hacks, hein, c'est sûr. c'est vraiment important. Donc, ça va être plus justement le fait de ne pas manger trop gras, trop sucré, Peut-être trop la salé. glycémie et tout. Voilà, tout ce qui est hypo, mais hyper. voilà, mais c'est vrai que comment dire, il y a des choses qui moi me faisaient. Enfin, bref, un jour, il y a longtemps préparé une conférence où je montrais justement les différents troubles de l'érection. Et en fait, les données ne sont pas les mêmes. Si on est aux États-Unis, qui ont quand même un pays, il y a quand même des grosses questions autour de troubles alimentaires, versus d'autres pays comme par exemple la Turquie, qui n'a pas du tout le même régime alimentaire. Donc le régime alimentaire va avoir évidemment des liens. Donc en fait, on va être... Oui, tout joue, encore une fois, le sommeil, etc. C'est vraiment des questions d'équilibre, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire des approches qui relient sexualité et conscience, voire pleine conscience, tantra, méditation, tout ça? Alors, il y a deux choses. Ça peut être très intéressant d'un point de vue, entre guillemets, thérapeutique en cabinet. Le tantra, c'est quelque chose que je vais mettre à part parce que nous, on est bien gentils, les occidentaux. On va essayer de prendre un truc qui est sorti d'un système. Le tantra, c'est une voie spirituelle. Et donc, la base du tantra, c'est vraiment d'arriver à se relier à quelque chose de divin à travers le corps et la relation à l'autre. C'est une voie. Il y a des gens, ils font ça, ils font que ça. Et c'est hyper intéressant, hein. Mais comment dire, je comprends qu'il y a des pionniers de la sexualité, enfin des pionniers. Il y a une grande époque des années 60 où la médecine a été chercher en Orient des choses pour les ramener en Occident. Donc, c'est hyper intéressant. Je travaille beaucoup avec des sophrologues. Le fondateur de la sophrologie, Caicedo, s'est beaucoup inspiré du yoga pour faire les exercices de respiration en sophro. Donc, c'est quelque chose qu'on a maintenant dans nos ADN, j'ai envie de dire, d'accompagnants. C'est très présent dans nos sociétés, ok, certes, mais comment dire... moi, j'ai tendance à être assez parcimonieuse avec ça. Moi, personnellement, je fais pas ça dans mon cabinet, mais après, si ça intéresse des personnes, j'avais envie de leur dire, faites-le, mais faites-le bien. Allez voir des spécialistes de tantra. Il y a plein de gens qui font ça super bien, qui sont formés, qui ont été en Inde. Faites bien attention au curriculum des personnes. Discutez avec elles et puis faites un stage et puis essayez. Et puis voyez, il y a des personnes pour qui ça va être... une très très bonne voie parce que ça va résonner en eux, parce qu'il va y avoir justement cette notion de mystique, de spiritualité, etc. Mais le côté je prends un petit peu mon marché, etc., c'est un peu moyen, quoi. Ouais, c'est très intéressant en effet. Et est-ce qu'il y a des signaux qui pourraient alerter sur le fait qu'on est face à une sexualité en tension, on va dire, pour utiliser des termes comme ça, un peu en disant attention, là il faut que tu t'interroges sur ta sexualité, je sais pas, il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais tu t'en rends pas forcément compte. Alors, bon, la première chose, quand tu dis ça, la première chose auquel je pense, ça va être des douleurs. Pareil, en tant que femme, on est bien éduqué à continuer, même si on a mal. Souffrir. Voilà. Voilà. Donc, à tel point que beaucoup de femmes pensent que c'est normal d'avoir mal quand on a son cycle. Alors que c'est absolument pas normal. Exactement. Donc, il y a aussi plein de femmes qui pensent que c'est normal d'avoir mal pendant les rapports. Non. Non. Il y a plein de choses qui existent, par exemple, maintenant, pour avoir des lubrifiants, des super lubrifiants. Prenez des lubrifiants à base d'eau.
vraiment. Mais non, ça n'est pas normal. Donc pour moi, c'est la première chose à faire, c'est s'il y a douleur. Mais pareil pour les hommes, hein, mais les hommes, ils s'arrêtent un peu plus vite que nous, parce que pour eux, il n'y a pas la même éducation autour de la douleur. Donc pour moi, ouais, la première chose, ce serait la douleur. Après, je dirais tout ce qui change. Et on comprend pas pourquoi. Parce que t'as pas dormi, ça se passe pas super bien parce qu'en fait, ça fait 6 mois qu'on n'a pas dormi parce que y a notre petit dernier qui hurle, qui ne fait pas ses nuits, etc. Bon, d'accord. Mais il y a quelque chose qui change et on comprend pas pourquoi. On avait énormément de libido, puis en fait, maintenant, il y en a plus. On peut pas expliquer pourquoi, même si d'ailleurs, des fois, on peut expliquer pourquoi. Des fois, il peut y avoir un deuil, par exemple. Ça peut amener à une baisse de libido qui peut s'installer un petit peu. Ça peut faire partie, je dis bien ça peut, faire partie des premiers signes de dépression, des signes avant-coureurs de dépression. Donc, ça va plus être des changements. Est-ce que c'est possible d'être amoureux, mais de ne pas avoir de désir à un moment donné, alors qu'on en avait avant ? Oui. Oui, ça c'est vraiment le terrain nous le montre, ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des couples qui s'adorent, qui s'aiment vraiment profondément, qui ne verraient pas leur vie l'un sans l'autre, mais pas de désir. Oui, mais je veux dire un couple qui avait du désir, qui s'aime, et puis après, à un moment donné, il n'y a plus de désir, mais ils continuent à s'aimer. Oui. Mais il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. Oui, il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. Mais bien sûr, on peut... Là, on atteint un niveau de sagesse... Oui, mais après, comment dire, faut aussi accepter qu'il y ait justement ces espèces de cycles. Oui, en fait, j'ai envie de dire même heureusement qu'on puisse justement aller explorer les relations de manière différente à chaque période de sa vie. Je trouve que c'est ça justement qui est beau et qui est riche. Dans mon livre, je parle des Grecs qui ont plusieurs mots pour l'amour et ça montre en fait à quel point nous, on a perdu dans notre vocabulaire en mettant un type pour l'amour et on aime son chien, sa maman, son partenaire exactement au même niveau. C'est absolument pas les mêmes types d'amour. Et les Grecs vont avoir justement la pragma, justement cet amour, chaste, mais cet amour de l'autre, de son partenaire. C'est vous parce que la langue française est quand même souvent reconnue comme étant particulièrement nuancée et ayant précise. Beaucoup de voilà donc et pas là. C'est assez intéressant. Hein ouais. Est-ce que tu penses qu'une meilleure éducation à la sexualité, donc dès le plus jeune âge, il va falloir préciser le plus jeune âge, contribuerait à une meilleure santé globale et à une approche plus équilibrée de la performance? Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Par contre, il faut bien comprendre de qu'est-ce qu'on parle et de quoi on parle quand on parle d'éducation sexuelle. Les cours d'éducation à la sexualité, ils sortent pas de nulle part. Ils ont été faits par des spécialistes et par, des spécialistes à l'international. Donc, c'est des programmes qui ont été réfléchis par des organisations internationales comme l'OMS, comme l'UNFPA, comme le planning familial pour, protéger l'enfant. Donc, en fait, moi, je suis extrêmement pour que même dès le plus jeune âge, il y ait... C'est quoi le plus jeune âge ? Le plus jeune âge, alors, en fait, la loi, depuis 2001, c'est dès la 3e section de maternelle jusqu'à la fin de la scolarité. Mais... on se calme. Qu'est-ce que c'est que l'éducation à la sexualité chez les petits ? On va pas parler, on va pas dire des grands mots. Non. En fait, ça va être simplement de nommer son corps. Pourquoi c'est absolument crucial ? Alors là, on s'arrête parce que, là, je vais remettre ma casquette de spécialiste des violences sexuelles. Donc, on a plus de la moitié des violences sexuelles qui se font chez des mineurs. C'est quelque chose qu'on connaît très très bien. Chez les mineurs, la moitié des violences sexuelles, c'est avant 12 ans. Le nombre de personnes qui nous expliquent qu'en fait, ça a commencé, elles ne se rappellent même plus à quel âge. Si vous dites à votre enfant des mots, je vais être un peu crue, mais vous allez comprendre en fait pourquoi je dis ça. Quand j'avais fait les formations sur ça, il y avait des policiers qui étaient avec moi et qui disaient en fait on a des problèmes parce qu'un jour on a une petite fille qui disait papa m'a mis le doigt dans le ventre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ah ben, l'enfant affabule, l'enfant ment, etc. L'enfant avait tous les signes, mais parce que on n'apprend pas l'enfant à nommer correctement, en fait, on met l'enfant en danger. Je suis désolée, les parents qui font ça sont des parents, voilà. Maltraitants, mais j'allais dire, c'est pas des parents. Enfin, alors évidemment, ceux qui font ça, mais en fait, de ne pas vouloir apprendre des mots simples à son enfant,
Alors, je suis pas en train de parler de pratique sexuelle. Je suis juste en train de dire comment s'appelle telle partie de mon corps. Bah oui, ça s'appelle une vulve. Ça s'appelle, un pénis. Ça s'appelle des testicules. Et pour les enfants, c'est nous qui mettons cette perversion sur ça. Absolument. Pour les enfants, c'est pareil que l'oreille ou la narine ou l'œil ou le sourcil. Ça a pas, l'enfant a pas cette notion de sexualité. Donc c'est pour ça, en fait, j'invite tous les parents là qui m'écoutent, qui se posent ces questions parce qu'il y a énormément de débats politiques autour de ces questions-là. C'est repris dans tous les sens et c'est n'importe quoi et pas par des professionnels. Et les professionnels, on a peu la parole sur ces questions-là. Il y a plein de ressources qui sont à disposition. Il faut aller sur les sites de l'Éducation nationale qui ont mis en ligne ces programmes pour que vous vous fassiez vraiment une idée de ce que c'est. Arrêtez de voir les auteurs qui, machin, parce que oui, il y a des auteurs, ils ont fait n'importe quoi. Très bien, oui, c'est vrai, ok, mais c'est pas ça qui est enseigné à l'école. Ce qui est enseigné à l'école, ça va être pareil, en dernière section de maternelle, ça va être nommer les émotions. Parce que je travaille avec des personnes en cabinet qui ont plus de 40 ans. Donc, je pense que ce serait une bonne chose et que tout le monde bénéficierait largement d'avoir ça dans sa boîte à outils dès l'enfance, en fait. Donc, les cours d'éducation à la sexualité, c'est des cours au respect de soi et des autres. Point. Donc, ces cours sont extrêmement bien faits. Laissez les professionnels bosser, quoi. C'est vraiment le grand message. Ce qui me fait mal au cœur pour avoir une petite fille dans ces âges-là, c'est que quand à l'école, ils disent demain, il y aura un cours d'éducation sexuelle, il y a la plupart des parents qui enlèvent leurs enfants ce jour-là. Exactement. Ouais, je sais. C'est scandaleux. Mais vraiment, j'ai un gros point d'interrogation dans ma tête quand je vois ça, parce que, et c'est franchement tout type de culture, tout type de milieu social, vraiment, et tu te dis, mais mince, il y a un truc là parce que à notre époque. Ouais, mais en fait les gens ne sont pas alors déjà c'est récupéré, on va être très très clair, c'est récupéré par tous les bords politiques, toutes les religions, tout, c'est récupéré de partout par des personnes qui pensent avoir la parole absolue et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des dérives, mais moi, ce que je prends toujours comme exemple, moi, j'ai eu en seconde une prof de maths qui nous avait dit que 36 divisé par 2, ça faisait 39. Elle était super mauvaise. Très bien. Est-ce que on va aller... Ah oui, non, mais bon. Bref, voilà. Bref. Est-ce que pour autant, je vais aller manifester dans la rue pour arrêter les maths à l'école? Non, mais bien sûr, clair. Évidemment. Voilà. Donc, on va arrêter de dire n'importe quoi. Oui, il y a des enseignants qui font pas des trucs bien. Je suis désolée, des profs qui font des erreurs de maths aussi catastrophiques ne devraient pas enseigner, on est d'accord, mais on va aller pointer du doigt l'enseignant et pas le programme. C'est exactement la même chose. Donc là, on va avoir une posture de parent, et c'est-à-dire une posture d'adulte, qui est responsable et on va mettre en avant la priorité de l'enfant. Tout à fait. Alors, après, j'appelle aussi au personnel enseignant, et souvent c'est laissé au bon vouloir des directeurs d'école, de pas non plus faire n'importe quoi, et de faire appel à des professionnels agréés par l'Éducation nationale. Et pas des associations, parce que dans les associations, il y a tout et n'importe quoi, de tout bord politique, des trucs ultra-religieux à des trucs... comprend pas ce que c'est non plus. Enfin, c'est plus ça qui des fois peut poser problème, mais ça c'est pareil en fait des adultes qui ne sont pas responsables et qui font pas leur travail à cet endroit-là. Est-ce que cette éducation, attention, je vais poser une question polémique, elle doit être faite à l'école ou elle doit être faite dans son foyer, ou les deux? Les deux, mais à l'école c'est important parce que c'est... Alors là pour le coup, il faut dézoomer, c'est le pacte républicain de la France. Point. Donc à partir de ce moment-là, je dis ça, j'ai un peu tout dit en fait, quoi. Je suis tellement d'accord. C'est juste ça. Et pour le coup, pour répondre vraiment à ta question et finir sur ça, en fait ça a été prouvé scientifiquement que des pays comme les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui. Voilà. Souvent un exemple sur plein de sujets. Exactement. En fait, ça a été des premiers pays qui ont mis en place ces cours d'éducation à la sexualité. En fait, il y a moins d'impact du porno, il y a moins de violences sexuelles. Enfin, je veux dire, il y a réellement des impacts positifs mesurables sur la vie sexuelle des adultes après. Quand il y a un apprentissage, on enlève l'aspect tabou, on enlève tout ça, forcément, il y a moins de recherche. Enfin, voilà, c'est plus sain. C'est beaucoup plus sain et il y a moins d'impact du porno parce que là, le problème, il est que les enfants sont laissés à eux-mêmes face aux questions qui se posent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont voir du porno. Donc, la meilleure chose à faire pour limiter ça, éviter ça, c'est au contraire, justement, cette éducation qui est pensée pour... maintenant, on a des dizaines d'années de recul, en fait. Des décennies de recul sur ces questions. Donc non, il faut laisser faire les professionnels
sur ces questions. Selon toi, là on avance doucement vers la fin de l'épisode, quel est le plus gros malentendu qu'on entretient entre sexualité et performance ? Que la sexualité doit être une performance ou que la sexualité peut augmenter les performances. Et je pense qu'il y a plus, après j'ai envie de dire des questions sur ces deux mots. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de mal à définir ce que c'est que la sexualité. On a aussi, c'est pas facile en fait de définir ce que c'est que la performance. Ouais, c'est pour ça que c'est notre première question. Voilà, c'est pour ça que moi je vais forcément, évidemment, parce que moi je vois tellement de cas sur des questions sexuelles où je vois tellement de diversité que pour moi, pas forcément la performance, ça va varier d'une personne à l'autre. Et ben c'est pareil pour la sexualité. Donc pour moi, ce serait plus de penser qu'il y a un standard pour les deux. Et donc vraiment, en fait, le truc, ce serait vraiment de revenir à soi. C'est quoi performer pour soi à ce moment-là de notre vie ? Et de quelle sexualité on a envie pour soi à ce moment-là de notre vie ? C'est presque un mot de la fin. Si tu devais résumer ton message clé aux auditeurs sur comment envisager la sexualité comme une ressource de santé et plutôt qu'une injonction à la performance. Je pense que ce serait vraiment la recherche du beau, du plaisir, de la relation et pas justement d'une performance performative dans le stress, dans la tension, mais d'aller vraiment sur quelque chose d'un peu plus dans un flow, dans un truc un peu plus fluide, un peu plus, je pense, un peu plus la paix. Et vraiment d'en venir à soi, ce que je disais avant, de quoi tu as envie à ce moment-là, quoi. L'harmonie, l'équilibre. Ouais, et de quoi tu as envie, qu'est-ce qui te fait plaisir ? Ce qui n'est pas facile, parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans une société qui aime le plaisir et qui aime cette notion, en fait. C'est ça, c'est tabou, plaisir, ouais. C'est tabou. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était passionnant. Ouais. Je pense que les auditeurs et auditrices apprécieront cet échange parce que c'était vraiment super intéressant. Ouais, et on vous encourage vraiment à aller voir à lire le livre Cerveau, sexe et amour parce que vraiment, nous, on l'a adoré avec Mélanie. Donc, on vous montre la couverture. C'est hyper instructif, très facile à lire. Donc, ouais, merci. Et assez drôle en plus. Et en plus, avec beaucoup d'humour. Donc, un grand merci. Et merci. On se retrouve la semaine prochaine pour le Q&A. À la semaine prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.